Retour en plateau après cette belle rencontre avec Sorge Chalandon qui sera à Nancy à la rentrée prochaine en septembre pour ce prochain livre. Marie Nardin de Nancy, justement, la taverne du livre à Nancy. Merci d'être ici. Bonjour. Bonjour à vous. Ce sera peut-être chez vous d'ailleurs, Sorge Chalandon. Non, je n'ai pas cette chance. Mais j'en aurai d'autres. Mais oui, il y a d'autres éditeurs qui seront sur votre stand. Olivier Huguenot, la librairie Le Neuf à Saint-Dié, fidèle au poste. Bonjour. Bonjour Sarah. Et Arnaud Toussaint. Pour Bonjour, les Sarah. BD, on parlera de bande dessinée tout à l'heure à la fin de l'émission avec toujours pas mal de découvertes dans l'actualité bande dessinée. On va peut-être commencer avec vous, Marie, finalement, votre coup de cœur de ce mois d'avril. On commence par le premier choix. Voilà, le premier choix qui est un roman qui est Amour de Léonore de Recondo aux éditions Sabine Vespizer. L'action se situe en 1908. Ansem, notaire, a épousé une jeune fille de bonne famille, Victoire. Et c'est un mariage convenu comme à cette période. Et puis on a cet Ansem qui règne en maître absolu sur ses domestiques, et notamment sur Céleste, la bonne de 17 ans. Évidemment, elle subit les assauts du maître en silence. Quand elle tombe enceinte, Victoire décide de garder l'enfant et de l'adopter parce qu'elle ne peut pas en avoir. Et du coup, Ansem, lui, ça l'arrange bien parce qu'il veut une descendance. Donc pour le moment, tout se passe plutôt bien. Mais par contre, Victoire n'a pas du tout la fibre maternelle. Et c'est donc Céleste qui va faire le joint entre les deux. La vraie mère. Voilà, c'est ça. Et une histoire de... il y a plutôt un curieux sentiment qui va naître entre ces deux femmes, Victoire et Céleste, et qui va balayer toutes les conventions de l'époque. Ouais. Donc c'est joliment écrit, c'est une écriture douce, mais pour un récit assez terrible. On passe un beau moment de lecture avec une action qui n'est pas du tout dans les codes dans cette période-là, mais qui est le questionnement de hier et d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai aimé ce livre-là. Donc je dirais qu'il n'est pas forcément facile de le conseiller à tout le monde, mais il mérite d'être lu. Mais c'est vrai que Léonore de Recondo, avec ce livre-là, et c'est ce que vous disiez, parle aussi des questions qu'on se pose depuis quelques années, oui. Politiques et autres, sur toutes les formes de grossesse, et ce sont des vraies questions politiques, avec une écriture magnifique. C'est remarquable, oui. Vraiment, je recommande, tout comme son premier livre, Pietra Viva, qui était aussi bien écrit et aussi beau. Vraiment une belle découverte pour cette année. Léonore de Recondo, qui est aussi musicienne. Oui. Et on sent qu'elle écrit aussi, cette une histoire de musicalité rythme dont on parle toujours. On le sent aussi, c'est un très beau livre. Et là aussi, voilà encore un nouvel éditeur, une nouvelle fois un éditeur qui fait un beau travail. Un beau travail, oui. Vespizer, qui ne va pas sortir 40 000 titres dans l'année, mais qui va le faire correctement. Et Amour avec un S, oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Et Léonore de Recondo dit aussi, voilà, elle s'en fiche, l'amour entre hommes-femmes ou entre femmes et femmes, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'amour entre des personnes. Et c'est ça qui est bien raconté dans ce livre. C'est vrai, effectivement, très bon choix. Olivier Huguenot, est-ce qu'on a une histoire d'amour dans notre besace ? Ou pas du tout. Pas vraiment, mais l'amour étant universel. Vous n'êtes pas romantique aujourd'hui. Non, j'ai choisi 3 grands fauves d'Hugo Boris. Et d'une parce qu'il vient de sortir en poche chez Pocket. Et parce qu'Hugo Boris est un jeune romancier très attachant qui avait déjà publié quelques ouvrages plutôt sympathiques et drôles comme La délégation norvégienne et Je n'ai pas dansé depuis longtemps. Et là, il nous offre un exercice un peu particulier, c'est-à-dire que les 3 grands fauves, c'est Danton, Victor Hugo et Winston Churchill. D'accord. 3 types qui ont vécu. Alors c'est à la fois, c'est pas romancé, c'est plutôt un récit. L'auteur se met à la place de ces 3 grands monuments. On parle de fauves, mais je dirais pourquoi. Fauve parce qu'en définitive, chacun des 3 a une blessure au départ. Et peut-être qu'ils n'auraient pas dû vivre et faire ce qu'ils ont fait auparavant. C'est-à-dire que Danton, par exemple, il naît... ça démarre très fort d'ailleurs. On démarre, il est né dans l'Aube. Il a failli mourir 3 fois. Il est récupéré, on se demande comment, Danton.
et il va devenir une force prodigieuse de la nature. Et Danton, c'est, vous savez, le fameux mot dans l'histoire au moment de la Révolution française, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. J'allais dire, je le relie un peu à ce que dit Hugo Boris. En fait, il rend hommage aux gens audacieux. Winston Churchill, par exemple, le souvenir que j'ai, c'est d'une rencontre de Winston Churchill, une pseudo-rencontre avec Hitler qu'il doit rencontrer, qu'il ne rencontre pas, mais qui va croiser, etc. On revisite des morceaux épatants de l'histoire de France. Et puis Victor Hugo, c'est un peu le côté... voilà, on fait tomber aussi Victor Hugo de son piédestal, qui est, comme on le sait, tous les Français sont très attachés à la figure de Victor Hugo. Il n'est pas aussi grand humainement parlant qu'on veut bien le dire. Au-delà de ça, Hugo Boris, il écrit magnifiquement bien. Chaque mot est pesé. Et c'est, bon voilà, je prends un peu le pari, un peu comme Léonore de Recondo ou Marie Pourchet, j'en parlerai, de ces jeunes romanciers qui arrivent comme ça. Et nous, dans notre métier, on aime bien, c'est-à-dire que s'emparer aussi des auteurs qui naissent. Il avait eu le prix Amerigo Vespucci en 2010 ou 2011. Ouais. Il y a quelques années, c'était pour... Je n'ai pas dansé depuis longtemps, en 2010, voilà. Donc à suivre. Et son premier livre, c'était il y a pile 10 ans, et ça s'appelait Le baiser dans la nuque. Exact. Et c'était une histoire, et là aussi, il change toujours de sujet. Hein. Hugo Boris n'est pas du tout dans la même veine dans chaque livre. Une histoire entre un professeur de piano et une sage-femme qui était sourde. Donc voilà aussi, le titre est beau comme tout, Le baiser dans la nuque. Je l'ai pas lu, mais je sais que Céline Auneuf, par exemple, elle a toujours le baiser dans la nuque. Et je la vois régulièrement, le baiser dans la nuque. Voilà, on fait un carton avec le baiser dans la nuque. Oui, non mais voilà, mais c'est une fille, vous ne pouvez pas comprendre. Ah bah oui, exactement. Olivier. Donc Hugo Boris pour ces trois grands fauves, hein, c'est ça qui est sorti en 2013 et là qui sort en poche. Voilà une belle idée. Marie Nardin, vous êtes venue avec 2 livres de 2 auteurs lorrains. Oui. Qu'on aime beaucoup. Et ça s'appelle Du pavé, parce que ce sont de gros livres. En plus, c'est une série, je crois, de 3. Et ils sont attaqués à un gros projet, un gros morceau. Voilà, c'est W3 de Jérôme Camus et de Nathalie Hugues, donc, qui écrivent un polar à 4 mains. J'avais envie de vous parler du tome 2, mais je me suis dit qu'il valait quand même peut-être mieux résumer le tome 1 et pas parler du tome 2, peut-être mes impressions après, qui vient de paraître en poche. Et le tome 2 vient d'arriver en grand format. Alors moi, j'ai adhéré complètement à cette trilogie-là. On va suivre Lara Mendes, une jeune chroniqueuse de télé qui s'attaque sur le marché du sexe et à ses dérives. Et elle va se faire enlever sur le parking d'une autoroute. Et ses amis, désemparés par la lenteur de l'enquête, vont recevoir le soutien de Léon Castel, qui est un homme qui a créé une association de victimes. Et tout ce petit monde-là va faire le nécessaire pour se battre pour ne pas que cette disparition tombe dans l'oubli. Donc on est avec, voilà, il y a le frère de Lara qui est jeune, on a ce Léon qui est extrêmement touchant, et puis on a un chroniqueur gay, on a plein de personnages qui sont complètement différents mais très attachants. C'est bien écrit, bien mené, et effectivement... C'est-à-dire qu'eux vont mener l'enquête, c'est ça? Eux vont essayer de comprendre parce qu'ils voient bien que ça n'avance pas trop du côté des policiers, et du coup c'est vraiment un thriller dans toute sa splendeur. Ouais. Et puis dans le tome 2... Je vais juste donner mon impression, mais sans résumer, bien évidemment. On retrouve toujours, comme dans le tome 1, un style fluide, clair et précis. On retrouve les personnages qu'on a découverts dans le tome 1. On en apprend un peu plus sur eux. Et on va découvrir de nouveaux personnages qui sont tout aussi attachants. Et toujours une intrigue haletante. On est complètement dans l'actualité. Il s'attaque complètement au système. Complètement. Voilà. On est complètement dans l'actualité d'aujourd'hui, oui. C'est ça qui est passionnant. Et si certains politiques et journalistes pouvaient lire ce livre-là jusqu'au bout, ça les ferait réfléchir un petit peu. Peut-être, un peu. Non, c'est fort. Ça les divertirait aussi. Non, oui,
Ils ont réussi leur coup, oui. Ah ouais, alors comment ils écrivent? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes un petit peu allés les rencontrer pour savoir, parce qu'écrire à quatre mains, qui écrit quoi? Ouais. Est-ce que... Je leur ai posé la question parce que ça m'intriguait un peu et j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie plusieurs fois. Et visiblement, chez eux, et j'aimerais bien visiter d'ailleurs, dans leur bureau, ils ont chacun leur coin. Ils ne se regardent pas, ils écrivent chacun de leur côté. Et ils ont un peu comme des policiers d'aujourd'hui, des papiers dans tous les sens. Ils écrivent de leur côté et ils font des flèches pour tout regrouper. Et après, ils remettent leur scénario ensemble. Je trouve ça génial. Les deux, mais chacun de leur côté. Ils commencent le scénario. Chacun, voilà. Parfois, on a. Je crois qu'ils mélangent un petit peu. Je suis pas sûre que ce soit un chapitre Non. chacun. Après, Je crois qu'ils mélangent un peu et puis ils regroupent tout avec des. Ouais. Puis je crois qu'il y a quelque chose de... Je pense que Jérôme Camus est dans un flux d'écriture et je pense que Nathalie Hugues est plus dans la précision. Oui, elle fait voilà, la dentelle. complète. C'est encore une fois masculin, féminin. Donc, voilà, c'est ça. On les invitera, on leur demandera, mais je crois que c'est un peu de ça. On fera une émission masculin-féminin. Ça, c'est pas... Vous avez d'autres idées comme ça. On leur demandera qui fait la vaisselle. Mais je vous le recommande, voilà. Et on n'a qu'une hâte, surtout à la fin du deuxième, comme à la fin du premier, de vite retrouver un troisième tome. Donc on espère qu'ils vont vite le sortir. Et puis ils ont d'autres séries. Ils ont commencé. Ah oui, ils ont d'autres séries. Oui. Il y a quelques temps, ils ont leur petit fan club aussi. On peut aller sur. Ils ont un site internet aussi qui s'appelle Camugue, je crois. .fr. J'espère ne pas me tromper. Et on peut aller voir un peu tout leur univers comme ça. Mais beau et grand coup de cœur. Olivier, je sais que vous venez toujours avec plein de livres. Alors allons-y. Oui, alors un mot. Je suis désolé, Arnaud, d'empiéter sur Je t'en prie. sur le domaine de la BD, mais je ne peux pas passer à côté. Franchement, le rapport de Brodeck, Philippe Claudel, Le Thomas, c'est l'adaptation du grand roman de Philippe Claudel. Par Manu Larsenet. Par Manu Larsenet. Je pense qu'on a deux grands et c'est vraiment réussi. Le rapport de Brodeck, c'est un livre très très fort. Brièvement, les villageois, petit village complètement imaginaire, on se doute que c'est de l'est de la France. Les villageois vont demander à Brodeck d'écrire le rapport sur ce qui s'est passé avec l'autre, Landerer, dans le roman, qui a été assassiné. On comprend très vite, je ne dévoile rien du tout du roman de Philippe Claudel, Landerer, qui a été assassiné par les villageois de manière effroyable. Et puis Brodeck, c'est aussi celui qui a passé un moment très long dans les camps. C'est une manière aussi pour Philippe Claudel de parler de l'univers concentrationnaire. Il a des phrases de choc. Je veux dire, quand on a lu Si c'est un homme de Primo Levi, puis j'y reviendrai avec le bouquin de Gaston Poleffa. Voilà, c'est des bouquins très importants pour comprendre ce qui se passe. Et pour revenir à Manu Larsenet, puisque c'est quand même lui qui porte le livre, on retrouve la violence de l'écriture par le noir et blanc, par le contraste. Et puis on retrouve aussi beaucoup, un petit côté chouette, mais on retrouve beaucoup de paysages de l'est de la France, des forêts, et puis des visages ténébreux. Il y a peu de dialogue. Je me suis amusé à comparer avec ce que Philippe Claudel écrivait et ce que Larsenet reprenait. C'est quand même c'est très fidèle. C'est très fidèle entre le texte initial et ce qu'en donne Larsenet. Manu Larsenet qui... Alors, Larsenet, c'est l'auteur de Blast, cette fameuse série en 3-4 volumes dont on a déjà parlé, Arnaud en a parlé, et puis c'est aussi... Le combat ordinaire. Le combat ordinaire, et puis moi ce que je préfère c'est Retour à la Terre, c'est ces trois petits volumes qui a été fait en intégrale, ce côté un peu écolo. Il est très particulier, Larsenet, parce qu'en fait il attaque toutes les... Il a ce côté écolo, il adapte. Blast, c'est l'univers là aussi très... La noirceur de l'âme humaine. Bon, Larsenet, c'est un des plus grands... Je crois qu'il a il doit avoir un rapport avec la Lorraine, ou aimer en tout cas les paysages lorrains, puisque je crois qu'il a aussi travaillé avec Pierre Pelot. Oui, si je ne me trompe pas, illustré un des textes de Pierre Pelot. Il faudrait qu'on vérifie, mais voilà. Donc, deux Lorrains qui ont travaillé avec Manu Larsenet, c'est intéressant. Pierre Pelot qui vient de sortir un livre pour les enfants.
Oui, sur la préhistoire, Ouais, bien la sûr, la vie préhistoire racontée. racontée aux Oui, oui, enfants. oui, oui. Oui, ça nous rappelle des bons souvenirs, parce que Pelot qui avait écrit cette fameuse fresque monumentale avec Yves Coppin sur la préhistoire, ça a toujours été une période qu'il a toujours Aimé. affectionné. Oui, vraiment, il a une grande affection pour la préhistoire. Du coup, le livre de Philippe Claudel, adapté en bande dessinée par Manu Larsenet, on peut peut-être rester dans le même sujet avec Gaston Paul. C'est le tome 1. Le tome 2 doit paraître d'ici d'ici un an. Mais Parlons- c'est pas gênant. Parlons de Gaston Paul Effa tout de suite, du coup, puisqu'on n'est pas loin et que Gaston Paul Effa s'attaque à autre chose. Là, il change un petit peu de registre. Il change complètement de registre. À mon avis, c'est le livre le plus abouti et peut-être le plus émouvant. C'est tiré de l'histoire de comment il s'appelle, Raphaël Élysée. D'ailleurs, le livre est écrit à la première personne. Raphaël Élysée, qui est martiniquais et qui va devenir en fait le premier maire martiniquais noir d'un petit village, d'une petite ville de France, dont François Fillon d'ailleurs est maire à l'heure actuelle, qui s'appelle Sablon. Ah oui. Oui, Sablon. Et en fait, l'histoire de Raphaël Désiré, c'est un type qui est vétérinaire, c'est martiniquais. Il va arriver à Sablon, évidemment, les gens de Sablon vont le regarder d'un très mauvais œil. Et en définitive, avec son humanité, il va être pris d'affection par les habitants. Il rentre, évidemment, un vétérinaire, mais on est proche du médecin en définitive, puisque c'est le médecin des animaux, mais c'est aussi parfois le médecin des hommes, parce que dans le village, on a toujours besoin de ces hommes tout à fait disponibles, en tous les cas. Et puis, Raphaël Désiré va être dénoncé, et il va partir en déportation. Il est déporté à Buchenwald. Et le récit est construit. Vous avez un chapitre où on a Raphaël donc à Sablon avec les habitants, et puis on a Raphaël qui est à Buchenwald. C'est terrible. On retrouve vraiment ce que dit Claudel dans le rapport de Brodeck, Si c'est un homme. Enfin, tous ces livres-là qui ont une puissance. Et voilà, c'est vraiment très, très réussi. C'est difficile. J'ai essayé de rechercher un passage, mais je pense que ce qui restera... Raphaël Désiré, quand il est à Buchenwald, il dit que la poésie l'a sauvé. Il avait comme ça des poésies qui lui revenaient. Et voilà, ça lui a permis... Il parle en particulier là, de Mallarmé. Il dit le maître, par un œil profond, a sur ses pas apaisé de l'Éden l'inquiète merveille. Je reprenais 2 ou 3 fois ces vers, les laissant résonner en moi, ils prolongeaient leurs ondes, ils créaient une émotion. C'est-à-dire qu'à partir de la poésie, à partir des textes qu'il a en mémoire, il continue à vivre. Oui, c'est la force de la littérature, encore une fois, qui est importante. Le dernier livre de Gaston Paul Effa et qui sera à la librairie le 9 Alors, à Gaston Saint-Dié, Paul Effa en juin vient à la prochain. librairie le 9, le 13 juin, et on fera un entretien à la médiathèque Victor Hugo de Saint-Dié le matin. Marie, vous avez un autre petit coup de cœur pour nous ou... Alors, j'ai un livre de Agni Sharma, Notre famille, donc auteur hindou. On va suivre une famille qui va quitter l'Inde. Les enfants sont jeunes, ils ont à peine 10 ans, ils sont 2. Ils se plaisent en Inde, ils ont tous leurs copains, leurs habitudes, et ils émigrent aux États-Unis. Ils arrivent dans ce merveilleux pays avec tout ce qui est grandiose, etc., des paysages. Ils rêvent un peu, puis ils se rendent compte que c'est pas du tout l'Inde, donc c'est un peu difficile. Et puis, entre les 2 frères, il y a de grosses différences. C'est que l'aîné est beau, il réussit tout, il est aimé de tout le monde. Et puis, il y a ce petit qui est plutôt admiratif de son grand frère, mais ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Donc, il est toujours dans l'ombre, c'est un peu difficile. Puis il va se passer quelque chose de tragique pour le grand qui va perturber toute la famille. Et il y a ce jeune frère qui va essayer de montrer qui il est vraiment. Et du coup, l'auteur montre toutes ses pensées, même celles qui sont un peu choquantes par rapport à cet accident-là. C'est extrêmement touchant. C'est le 2e roman de cet auteur qui avait écrit notamment Un père obéissant aux éditions L'Olivier, toujours en 2003.
Et ouais, mais j'ai complètement adhéré. C'est un sujet tragique, mais joliment raconté. Et voilà, sans pudeur. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah, ça fait du bien, un livre sans pudeur. Mais dur. À lire donc aux éditions de l'Olivier, c'est ça. Ouais. Le conseil de Marie Nardin. On a parlé déjà de bande dessinée, on va en reparler avec le spécialiste de la bande dessinée, hein, Arnaud Toussaint, c'est Casabule. Arnaud, oui, spécialiste de la bande dessinée, ça complètement. vous va, ça, Et puis effectivement, là, je vais en faire le lien entre le roman et la bande dessinée, puisqu'on parle souvent de bandes dessinées qui sont adaptées en film, mais on a aussi des romans qui sont adaptés en bande dessinée. Donc on parlait tout à l'heure de Philippe Claudel. Là, on va parler du roman de Camilla Lackberg, donc la princesse des glaces. Donc voilà, on se retrouve dans les polars des pays venus du Nord, assez noirs, assez sombres, avec ces multiples ramifications, beaucoup de personnages avec des noms imprononçables, des villes pareilles. Là, tout se passe dans la ville de Fjällbacka, en Suède. Et on va suivre, donc c'est les premières aventures chronologiquement d'un duo qui est Erika Falk et Patrick Edström. Désolé pour la prononciation, le suédois, je ne maîtrise pas complètement. On vous pardonne. Et du coup, voilà, on est dans une vraie enquête policière, extrêmement poignante, intrigante, avec moult personnages. Et alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette adaptation de cette adaptation, donc qui est parue chez Casterman, que l'on doit au scénariste Olivier Bocquet et à Léonie Bischoff pour les dessins, c'est qu'ils ont eu une super idée. Alors, je vais le dire, c'est que dans les premières pages, tous les personnages sont présentés. Tous ceux qu'on va voir dans le livre sont présentés dans leur version adulte et dans leur version enfant, puisque ça va se passer sur plusieurs périodes. Et puis, donc, ça permet, c'est une sorte d'appendice qui va permettre tout au long de la lecture de cette bande dessinée de revenir un petit peu, on peut revenir là, pour savoir notamment les liens de parenté qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, puisqu'ils sont tous plus ou moins liés. Et quand on sait que dans l'intrigue, ces liens de parenté, c'est historique sur deux époques. Une partie de la bande dessinée se passe dans les années 80, puis une autre dans les années 2000. Eh bien, c'est une aide de lecture absolument inestimable pour ne pas perdre le fil et puis se concentrer sur l'intrigue en elle-même. D'accord. Donc, première adaptation d'un livre de Camilla Lackberg, c'est aux éditions Actes Sud que c'est paru. Gros succès, ça. Ça marche très très bien. Et puis c'est sympa, ça se lit facilement. Il y a toujours aussi un rapport historique et un rapport d'aujourd'hui dans ces enquêtes. Généralement, elle a trouvé le bon fonctionnement, je pense. Et puis avec l'ambiance suédoise, je crois qu'on est vraiment dedans. On est dedans. Et puis en plus, alors je parlais de cet appendice en début de livre qui est pas mal. Et puis aussi, il y a quelques trouvailles un petit peu. Alors, plus ou moins tout public, je préfère prévenir, mais par exemple, on va enquêter sur un meurtre et on va avoir des pages qui vont alterner la vie de la personne quand elle était vivante et puis ensuite son autopsie. Et ça fait c'est assez extraordinaire parce que ça fait un parallèle qui est détonnant, mais qui trouve toute son explication dans le récit. On comprend effectivement, il y a le mode de vie de la personne et puis comment elle est morte. Il y a un lien et ça va permettre ensuite de dénouer le mystère de cette intrigue. Donc c'est pas pour tous les âges, c'est à partir de quel âge? Non, là c'est plutôt clairement pour les adultes. Pour les adultes. Mais ces romans aussi. Oui. Donc ça c'est le premier tome, La Princesse des Glaces, et le deuxième tome, pareil, fin du mois d'avril, ça s'appelle Le Prédicateur. Qu'est-ce que vous conseillez les libraires? Parce que quand on a une adaptation comme ça, c'est comme le cinéma, c'est toujours compliqué, parce que si on lit la bande dessinée, on ne lira plus le livre après. Alors qu'est-ce qu'on... Généralement, ce n'est pas les mêmes lecteurs. Il y a quand même plus des lecteurs de BD qui vont pouvoir découvrir cet auteur-là qui est quand même assez bien, qui ne le découvriront pas en polar habituel. Donc c'est bien de le faire aussi dans les deux façons. Je pense que ce n'est pas les mêmes lecteurs. C'est rarement des grands succès, les adaptations de romans en bande dessinée. Ah bon? Non. En définitive, oui. Même, moi je me souviens Bernard Werber, par exemple, qui a adapté ses romans. Dieu sait si Bernard Werber, c'est important. Millennium. Il y a eu les Millennium aussi. Les Millennium, alors c'est vrai que c'est un cas particulier marché. parce que nous, ça marche pas mal. Ah bah non. Mais c'est un autre public. Donc c'est effectivement ce que tu disais, c'est complètement, à part. C'est complètement à part.
L'Assassin Royal qui a bien marché ouais, en BD. de Robin Hobb. Mm. Mais peut-être Millennium, il y a aussi un troisième média qui est le cinéma et la série télévisée qui ont fait peut-être le lien entre ces publics. Peut-être. Oui, parce que pour le cinéma en particulier, on le sait, un film qui revient sur une adaptation, le livre fait des scores étonnants. Ça relance à chaque Tous, fois, oui. c'est Tous, systématique. Donc voilà, il n'y a pas de... Il y a quoi? Il y a Tardy aussi qui a fait Mort à crédit, hein, c'est ça, de Céline aussi. Ils sont plusieurs à avoir fait des... Si, ça a marché Ça, quand ça même, marche, ouais. Oui, mais c'est pas une vraie bande dessinée, Oui, c'est Mort à vrai. crédit. C'est un roman illustré. Illustré, oui. Oui, c'est comme, vrai. C'est vrai. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est pas... Voilà, donc là, on retrouve... C'est pas vraiment pareil. Ouais. Là, on retrouve le même public. Ouais. Par contre, les gens qui sont amateurs de Tardy, de Céline, on a le cas, ça, chez Futuropolis et Gallimard. Voilà, c'est plutôt... on tape pour les amis, pour les Oui, c'est le beau livre, en fait. Les amateurs, Ouais. voilà, c'est ça. C'est le beau livre avec C'est du beau livre. C'est le livre en plus, au final. Bon, en tout cas, ça, c'est une belle idée et c'est plutôt pas mal. Je suis très curieuse de ça. Un peu plus léger. Ah. Mais on reste Il dans y le a pas de domaine mort, il y a pas policier. de- Ah, quand même. Ah, quand même, s'il y a quand même des morts, il faut quand même qu'il y ait du... Voilà, faut qu'il y ait un drame pour pouvoir avoir une bonne histoire. Là, on est... Donc, c'est Velvet de Ed Brubaker et Steve Epting. Alors, Ed Brubaker, on le connaît, j'en ai déjà parlé. C'est un auteur, donc un scénariste de bande dessinée, mais qui est spécialisé dans le polar. Il a notamment fait une superbe série qui s'appelle Criminal, qui est vraiment extraordinaire, parce que c'est vraiment du polar, des histoires très originales, très poignantes sur des enquêtes policières, mais avec souvent glauques, souvent réalistes. Il a également fait une série qui s'appelle Fatal, et toujours avec cette en prédominance d'histoires policières. Et là, on y est toujours, même si on va toucher le domaine des agents secrets. Donc Velvet, ça raconte l'histoire entre guillemets, la Miss Moneypenny d'une agence d'espions américaine qui découvre, enfin qui apprend que l'espion numéro 1 des États-Unis est mort dans des circonstances bizarroïdes, qui pourrait impliquer d'autres agents secrets. Et qui connaît mieux les agents secrets que tout le monde? C'est forcément la secrétaire, puisqu'elle a forcément couché avec tous. Donc, à partir de cette idée, mais n'empêche que grâce à ça, elle sait leurs petits secrets, elle sait quelles étaient leurs vies en dehors d'être agent secret, puisqu'ils protégeaient énormément leur vie personnelle. Donc, elle sait que quelque chose, il y a anguille sous roche, elle va enquêter pour découvrir pourquoi cet agent secret est mort, comment il est mort, qui est derrière tout ça. Et le fait qu'elle était elle-même agent secret, mais pour une autre puissance étrangère dans sa jeunesse, va faire que elle va pouvoir, elle aura toutes les ressources pour mener à bien cette enquête. Donc c'est encore une fois une très belle écriture d'Ed Brubaker. On se laisse prendre par le récit et il n'y a quasiment pas de temps mort. Et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose, où le rythme diminue, c'est pour apprendre quelque chose sur le personnage ou les personnages qui sont magnifiques, qui sont bien décrits, qui sont bien écrits. Et du coup, on prend plaisir à lire cette histoire et puis à découvrir chacun de ces personnages et surtout leur face cachée. Voilà, Velvet, une bonne série d'Ed Brubaker chez Delcourt dans la collection Contrebande. D'accord. Et puis on va terminer par quelque chose d'un peu plus léger. Là, c'est on va dans du plus léger. Mais il y a quand même des morts, mais ça se passe... là, on est dans l'Heroic Fantasy, donc il n'y a pas de morts vivants cette fois. Là, ils sont morts, ils restent morts. Là, c'est de l'Heroic Fantasy, et donc on est bientôt la saison des Imaginales. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la littérature fantastique, avec Naragan chez Delcourt, dans la collection Terre de légende. Et c'est un récit de Le Gali et Mike au dessin, qui est vraiment... c'est le début de toute série d'Heroic Fantasy, où on va avoir des personnages sans aucune importance, dans des contrées lointaines. Alors, c'est Géon qui est un petit Tworb, donc avec un bestiaire fantastique très, très élaboré, qui une sorte de hobbit qui n'a pas d'importance, qui vit dans un camp, et qui va être plongé dans une aventure qui le dépasse complètement, où finalement il va se révéler...
voilà, être porteur d'une destinée à laquelle il ne pensait même pas. Donc c'est plutôt, ce premier tome pose les bases du récit, présente certains des personnages. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Il y a une vraie recherche sur le bestiaire. C'est très important quand on écrit de l'heroic fantasy de rendre crédible un monde imaginaire. Donc que ce soit par les paysages ou que ce soit par les monstres ou les personnages que l'on rencontre. Donc là, les auteurs ont pris le parti de décrire des paysages relativement, inhospitaliers. Il y a des marais, il y a des landes, etc. Et en laissant beaucoup de place pour des planches sans bulles, où le lecteur va pouvoir s'imprégner de cet environnement. Et puis rêver un peu, c'est place à l'imaginaire. Exactement. On n'est pas dans on n'est pas dans le rythme frénétique. Et il y a pas mal de choses. Moi, j'aime bien ces doubles pages où il se passe quelque chose, où les personnages vont avoir des émotions, mais où il n'y a pas de bulle, tout passe par le dessin. Et c'est une belle... dans ce premier tome, on passe des explications qui sont... Et c'est des fois un peu l'écueil des récits d'heroic fantasy où il y a beaucoup trop d'explications dès le début. On essaie de rendre cohérent un monde riche et on va abreuver le lecteur de moult informations. Au final, il va s'y perdre. Là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est par petites touches et même sans écrit qu'on arrive à faire plonger le lecteur dans ce monde imaginaire. Donc, premier tome, on attend les autres avec impatience. La série est prévue en 3 volumes. C'est quoi le rythme généralement? C'est un par an? Alors, ça dépend chez les éditeurs, parce qu'avant, c'était même plus long. C'était plutôt un tous les 2-3 ans. Ceux qui avaient commencé à lire, par exemple, les Chroniques de la Lune Noire, qui était une grande saga d'heroic fantasy, il y a un moment où ils ont dû patienter plusieurs années avant d'avoir le tome suivant. Là, je pense que les éditeurs, maintenant, ils anticipent un petit peu les séries. Alors déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous dit, sur le premier tome, que c'est une série en 3 volumes. Vous ne l'achetez pas à l'aveuglette pour découvrir au final qu'il y a 18 tomes et que ça vous coûte un bras. C'est que là, vous savez... Qu'au 18e, le scénariste est mort. Ou qu'il a changé 3 fois. Parce que c'est ça aussi un petit peu le drame. Avec le co-scénariste et illustrateur. Donc là, je pense qu'il y a... Maintenant, il y a une vision bien plus long terme, en tout cas bien plus préparée des éditeurs qui savent à l'avance combien de volumes va faire la série. Moi, je pense que pour le lecteur, c'est un avantage, c'est un atout, parce qu'on n'a parfois pas envie de se lancer dans quelque chose sans fin. Et là, de savoir d'emblée que c'est une série en 3 volumes, moi, ça me donne plutôt envie de l'acheter et de le découvrir, parce que je sais qu'il y aura une fin, et que sans doute, j'attendrai pas 6 ans avant d'avoir la fin du roman, enfin de la bande dessinée. Bon, on va découvrir de l'heroic fantasy. Le titre Naragam, donc aux éditions Delcourt, dans la collection Terre de légende. Et Naragam, ça veut dire? Eh bien, on ne sait pas encore, mais on le découvrira bientôt. D'accord, dans le 2e tome alors. Bon, ben voilà, on va trouver peut-être dans vos librairies, messieurs, dames. Ah oui. Toutes les références sont à trouver sur le site de vos télévisions, bien entendu. Et sur vos sites à vous, vous avez des sites internet, on peut peut-être les citer. Olivier. librairieLeneuf.fr. Et la taverne, son site aussi. On a un site avec toutes les actualités et puis tout ce qu'on fait au niveau des animations. Et tous les coups de cœur, on les met plutôt sur la page Facebook. Voilà. D'accord. Donc la taverne. Et en librairie surtout. Voilà, on devient amis avec la taverne à Nancy. Vous avez une rencontre qui arrive au mois de mai Oui, avec les éditions La Dragonne. On va recevoir 3 auteurs. Benoît Fourchard, Fabien Sanchez. Et le 3e, j'attends des nouvelles d'Olivier Brun pour la confirmation. Pour la confirmation. Donc une belle maison d'édition aussi, les éditions La Dragonne. Oui, rien à redire. Et puis Benoît Fourchard, beaucoup de cœur aussi, qui mérite aussi d'être connu. Oui, il est très belle chose. Oui, c'est vrai. Moi, le premier, j'ai Benoît Fourchard, j'ai eu l'occasion de rencontrer ici sur le plateau. C'est vrai, je n'étais pas rentré. Les libraires lorrains n'ont pas encore pris la mesure de son talent et de ce qu'il fait. Vraiment. Donc à nous de le faire. En théâtre, en écrit. Ah oui, dans les 2 domaines, oui. Plus discret que les autres, mais bon. Ces recueils de nouvelles sont formidables. Et puis c'est un très très bon lecteur, donc du coup... Oui, effectivement, donc beaucoup de cœur aussi. Ah oui, c'est impressionnant, oui. Benoît Fourchard, un nom à retenir. Merci beaucoup. Juste une dernière petite chose, c'était la fête des libraires indépendants, il y a quelques jours maintenant. Oui. Olivier Huguenot, la librairie Le Neuf, avec d'autres librairies d'ailleurs, a sorti cet éphéméride. Oui, 480 librairies en France qui, le samedi 25 avril, donc ont mutualisé toutes les opérations. Et à cette occasion, on offrait une année dessinée, faits et gestes de la librairie.
c'est une éphéméride, c'est-à-dire que tous les jours de l'année, vous avez des faits, le quotidien du libraire ou des citations et des dessins de situations aussi en librairie, donc un collector. Voilà. Belle idée. Alors, vous savez, je finis toujours cette émission en disant d'éteindre la télévision et d'ouvrir un livre. C'est une idée de notre réalisateur, Vincent Louis. Et il est né, si je ne me trompe pas, fin janvier. Et j'aimerais bien qu'on donne la phrase de ce jour-là. C'est le 27 janvier, je crois. Le 27 janvier. Comme ça, tout le monde sait qu'il est né le 27 janvier. Et j'aime bien la phrase. Le mardi 27 janvier, la Sainte-Angèle, on doit éteindre la télé et ouvrir les livres. C'est notre seul rempart contre la bêtise. Et cette phrase est de Mario Rigoni Stern. Et cette citation a été donnée par la librairie La Licorne d'Épinal. C'est incroyable le hasard, voilà. finalement. Hein, comme quoi, finalement, il n'y a pas de vrai hasard et c'est une belle idée. Donc, je vous le redis. Merci à vous, en tout cas, messieurs, dames, à bientôt. Et maintenant, éteignez votre télévision et ouvrez un livre. Mais tout de suite, l'actualité de la BMI. Allez, on commence cet agenda culturel de la BMI par une soirée imaginale avec l'un des plus brillants auteurs français de l'imaginaire, qui a notamment écrit la trilogie de la Lune. Venez rencontrer Johan Elliott et son univers d'Uchronie ou de fantaisie urbaine ce jeudi 30 avril à 18h30. Enfin, avec Gupix, le concours de création numérique pour les jeunes de 8 à 15 ans sur le logiciel Pens.net, venez gagner une tablette Android, une tablette graphique et une carte Google Play en participant à l'épreuve finale le samedi 23 mai à 9h à la BMI. Pour ne pas manquer toutes les autres manifestations organisées par la BMI, rendez-vous sur internet www.bmi.aglo-epinal.fr et pour paraphraser Sarah Polacci, vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et ouvrir un livre.